Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Vincent Gunter, cofondateur de Bookinou, le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants. Dans la rubrique À vos agendas, Claire Perrine nous présentera son spectacle En avant la musique. Je vous parlerai de Chut, mes lunettes ont un secret à découvrir au théâtre Le Lucernaire. Également de l'exposition L'univers Lego Star Wars à Mélan. Et je recevrai Christine Fall pour l'exposition Ce qui me traverse de l'artiste Gaël Chotard. Et nous parlerons des ateliers que vous propose le Drawing Lab. Dans la rubrique Invité, un événement, ils font le tour du monde avec leur nouveau spectacle Tabarnak. Le cirque Alphonse fait escale à Paris à Bobino jusqu'au 9 juin. Antoine Carabinier, Lépine, m'a accordé une interview exclusive à écouter dans cette émission. Je recevrai également Louana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, une pièce de théâtre musical librement inspirée de la vie tumultueuse de Marlène Dietrich. Alors la famille, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées sorties, le dernier musée que vous avez visité avec vos enfants, le magnifique spectacle qui vous a donné des larmes aux yeux, ou encore le superbe film d'action que vous avez vu en famille au cinéma. Pour cela, c'est très simple, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page et le groupe Facebook Que faire des mômes, sur nos comptes Twitter et Instagram. Mais pour rester connecté avec la famille Que faire des mômes, l'idéal est de vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Vincent Gunter. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Vincent Gunter? Oui. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Oui, bonjour. Enchanté. Vous êtes cofondateur de Bookinou, le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Bookinou? Alors, Bookinou, effectivement, c'est un petit objet, un compagnon pour les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. L'objectif de Bookinou, c'était de trouver une solution pour qu'on les enfants, en fait, puissent ouvrir un livre aussi facilement qu'ils allument la télé. Parce qu'on voulait leur donner ce goût des livres et de la lecture. Et le principe de Bookinou est qu'ils puissent avoir un accompagnement audio, l'histoire qu'il leur a racontée pour n'importe quel livre. Donc c'est les enfants, ils ont entre 3 et 7 ans, ils savent pas encore bien lire. Et donc ils puissent écouter leurs histoires quand ils veulent, où ils veulent, et puis pour n'importe quel livre. Et donc la particularité, c'est que c'est les proches, toute la famille qui peut y participer, qui peut contribuer, garder le lien avec les enfants, en enregistrant les histoires au préalable, pour que les enfants puissent y réécouter quand ils veulent. Donc ils écoutent les histoires de leurs livres avec la voix des proches. C'est un objet, on est d'accord, hein? On est d'accord. Voilà, qui a quelle forme? Qui a une forme de Bookinou. Oui. une forme bien à lui. C'est, si vous voulez, ça fait, c'est un petit peu plus grand qu'un disque CD, et ouais. Ça fait 3-4 cm d'épaisseur. C'est assez petit pour que ça puisse tenir entre les mains de jeunes enfants. Donc c'est un objet qui est nomade, qui est léger, qui se transporte, et effectivement qui fait la taille d'un livre de poche, on va dire. Très bien. Comment ça fonctionne alors concrètement? Alors concrètement, il y a deux choses. Il y a l'enregistrement des histoires et il y a l'écoute. L'enregistrement, donc c'est la famille qui peut enregistrer les histoires grâce à une application mobile. Donc sur l'application, on la partage entre les parents, mais aussi les grands-parents à distance, les oncles et tantes. On enregistre les histoires et on peut même rajouter des effets sonores, les bruits des animaux, le tonnerre qui gronde, tout ce qui va pouvoir animer finalement un petit peu l'expérience pour les enfants. Et quand on a enregistré ces histoires, on les envoie sur le boîtier et on associe l'histoire à des petites gommettes. Elles sont fournies avec
Depuis l'application, on lui dit que telle histoire correspond à telle gommette, et cette gommette, on la colle sur le livre. Ce qui fait que pour l'enfant, quand il va passer la gommette et donc le livre sur le boîtier, l'histoire démarre. Bookinou, ça fonctionne avec tous les livres, c'est-à-dire qu'on peut acheter n'importe quel livre dans le commerce et pouvoir faire ça. Ouais, dit autrement, on peut même utiliser finalement les livres qu'on avait quand nous on était enfants et qu'on avait donc des livres ou de contes qui ont 30 ou 40 ans. Parce qu'en fait, c'est la gommette qui permet de reconnaître les livres, donc on colle la gommette sur l'objet auquel on a envie d'associer une histoire audio. Comment vous est venue cette idée ? Elle nous est venue, on est deux à créer ce projet, Guillaume, mon associé et moi, et en fait, une amie est orthophoniste et nous expliquait que tous les jours, elle voit des familles qui finalement, et des parents les enfants sont scotchés devant les écrans, beaucoup moins devant les livres. Et donc à partir de là, on voulait trouver un petit peu une solution, une alternative avec un livre papier, voilà, c'est certainement l'un des jeux les plus vieux au monde. Et donc voilà, comme ça est née l'idée. Est née aussi l'idée parce que des parents qui trouvaient que les enfants étaient beaucoup devant la télé, mais qui malgré eux, il y avait des temps dans la journée où ils sont au boulot, avec les petits frères, ou en train de préparer le repas, tous ces moments où finalement on n'est pas aussi, on peut pas raconter les histoires à chaque moment de la journée. Et donc c'était l'idée de pouvoir rendre les enfants autonomes et leur donner accès à leurs livres quand ils veulent. Et voilà. Donc après, l'idée s'est matérialisée avec l'objet Bookinou. Guillaume donc est cofondateur, c'est Guillaume Chanteloube, hein, c'est comme ça. Hein ? C'est ça, exactement. Exactement. De nombreuses études montrent que la surexposition aux écrans présente des risques pour les enfants, sommeil perturbé, problèmes de motricité, difficultés d'attention, troubles de la concentration et de la mémorisation. Que propose donc Bookinou pour parer à cette problématique ? En fait, c'est comme beaucoup de choses. Les écrans, en soi, si on maîtrise leur usage, c'est pas forcément hyper nocif, mais ça a quelque chose d'hyper addictif pour les enfants. Et à partir du moment où ils ont une tablette, un écran ou la télé, tout leur esprit est tourné vers ces écrans et ils ont du mal à considérer tout le reste, tout le monde qui les entoure, les objets tangibles, etc. Et donc l'idée, c'est que finalement, il puisse aussi y avoir une alternative qui se crée avec Bookinou et reprendre l'usage des livres et simplement la manipulation déjà de l'objet papier du livre, de pouvoir tourner des pages, manipuler l'objet, c'est déjà une première étape en soi. Et donner la possibilité aux enfants de choisir n'importe quel livre dans leur bibliothèque pour pouvoir les consulter, les lire quand ils en ont envie, c'est une première étape vers le goût de la lecture, le goût des livres et être habitué à cette prise en main et qui fera aussi des lecteurs plus tard quand ils seront grands. Comment peut-on se procurer Bookinou et quel est le prix ? Alors, Bookinou, aujourd'hui, il est disponible en pré-vente via une campagne de financement participatif. Et sur notre site, on y accède. Donc le site, c'est mybookinou.com ou directement sur la plateforme qui s'appelle Ulule. Et donc on nous recherche, Bookinou, dedans, on nous trouve facilement. Et donc là, il est en pré-vente au tarif de 65 €, donc c'est un tarif réduit, avec en plus une pochette de transport qui est offerte. Et plus tard, sans la pochette, il sera commercialisé à 69 €. Très bien. Vincent Gunter, avez-vous quelque chose à rajouter ? Venez nous voir, au moins par curiosité, sur la plateforme Ulule pour le découvrir. Succomber si le projet vous plaît, si l'objet vous plaît, ou en parler autour de vous. Mais voilà, donc nous on cherche simplement au moins à le faire connaître et puis à transmettre finalement ce goût des histoires pour les enfants. Et on veut fédérer un maximum de gens autour de ce projet qui est en train de naître. Très bien, je vous remercie Vincent Gunter, merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Bookinou, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.mybookinou.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Que faire des mômes ? Un spectacle à ne pas manquer à l'occasion du festival Musicali au théâtre Trévise. En avant la musique. Pour nous en parler, je reçois Claire Perrine. Bonjour Claire Perrine. Bonjour. Votre actualité, c'est un spectacle pour le jeune public. En avant la musique, c'est le titre du spectacle à découvrir en famille au théâtre Trévise à Paris. Je n'ai pas encore vu le spectacle, mais j'ai hâte de le découvrir. Avant de parler du spectacle, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la ventriloquie ?
Alors, la ventriloquie, c'est l'art de donner la vie, en fait, à une marionnette en lui donnant la parole, et puis la vie, c'est-à-dire son caractère, c'est lui donner évidemment une personnalité et pouvoir avoir une communication très, très mignonne, très marrante avec les marionnettes, voilà. Si je parle de ventriloquie, c'est que je pense, puisque je l'ai dit, j'ai pas vu encore le spectacle, mais il y a de la ventriloquie dans ce spectacle. Ah oui, Oui. oui, il y a beaucoup. En fait, j'ai trois marionnettes, trois petits invités Oui. dans le spectacle. On a Tatou. Bonjour. Oui, tu lui dis bonjour, ça va. Et nous avons aussi Chloé, qui est une petite fille très, très timide. Bonjour. Et nous avons aussi, il me semble, la Castafiorette. Je crois que c'est la petite fille de la Castafiore. Bonjour les enfants. Elle aime beaucoup chanter, c'est bien. C'est précisément ce dont j'ai besoin. Parlez-nous donc de ce spectacle. Que raconte l'histoire et pourquoi Claire, la présentatrice de The Voice, catégorie marionnette, est très embêtée? Justement parce que, sauf Castafiorette qui elle est au courant, qui a bien lu, bien compris, malheureusement avec Tatou et Chloé, ils ont très mal compris et ils viennent faire de la magie. Et pour moi, c'est vraiment un problème parce que moi, je dois présenter mon casting de chansons. Et bon, les deux petits sont venus faire leur petite magie avec leur matériel et ils n'en demeurent pas. Ils veulent absolument montrer leur savoir-faire. Et bon, j'essaye d'écourter le plus possible, mais finalement, j'ai réussi à les faire chanter parce que j'ai vraiment besoin de candidats pour cette émission. Alors, on va écouter Tatou chanter, Chloé, et puis évidemment Castafiorette, qui elle est tout à fait est venue avec tout son petit matériel de musique, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un petit peu du fil à retordre avec ces deux autres marionnettes, c'est vrai. Oui. Mais on y arrive. On y arrive. Tatou, c'est un toucan, un petit oiseau qui se prend pour un grand magicien, un grand chanteur, mais qui n'est pas toujours à la hauteur. Non, je chante très bien, là. Écoute-moi ça un petit peu. El Seigneur de la Noche, El Seigneur de la Noche, que je chante bien. Très bien, Tatou. Oui, parfait. Et puis, et puis Chloé, Chloé, elle a un petit peu de mal, mais quand elle commence à chanter, ça, en général, ça va bien. Tu veux nous chanter quelque chose? Oui. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, tu traites de ma tapine. C'est fascinant quand même d'arriver à faire plusieurs voix. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Claire Perrine, comment devient-on ventriloque? Je peux pas vous dire comment on devient en général. Je peux vous parler de mon cas personnel. Moi, depuis toute petite, je me suis amusée à faire des voix et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop de problèmes pour ne pas trop bouger les lèvres. Alors, je m'amusais tout le temps, quand j'étais petite à l'école, à parler. On se demandait qui était en train de parler parce qu'on ne le voyait pas, bien sûr, avec les lèvres. Et ça m'amusait, c'était un jeu pour moi. Et puis après, quand je suis venue plus grande, j'ai commencé à faire de la magie. Et puis petit à petit, j'avais acheté une marionnette. Elle est restée 2 ans. 2 ans dans une valise, sans rien faire. Et un beau jour, je l'ai regardée et puis je me suis dit, allez, on commence. Et tout doucement, je l'ai mise sur scène. Je ne savais pas si elle allait bien être reçue ou pas. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Alors petit à petit, ça a pris une ampleur telle que finalement, je fais beaucoup plus de ventriloquie que de magie maintenant. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Claire Perrine. Je recevrai également Christine Fall pour nous parler du Drawing Lab. À découvrir également dans cette émission une interview exclusive d'Antoine Carabinier-Lépine. L'artiste nous dira tout sur le nouveau spectacle du cirque Alphonse Tabarnak qui triomphe en ce moment à Bobino. Et je recevrai Louana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Claire Perrine est mon invitée. En avant la musique est le titre de son spectacle qu'elle présente en ce moment au Théâtre Trévise dans le cadre des Musicalines. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Alors, vous avez besoin, comme les chanteurs, de protéger votre voix, je suppose. Oui, faire très attention au courant d'air, faire très attention. J'ai toujours, là maintenant moins, mais j'ai toujours quelque chose autour du cou. Oui,
exactement comme un chanteur. En avant la musique, c'est à la fois de la magie, de la musique, des chansons, du rire et de l'interactivité. Hein. Oui. Beaucoup d'interactivité avec les enfants parce que bien sûr, ils participent avec toutes les bêtises que peuvent faire les marionnettes. Ils ne peuvent que réagir. Ouais. Moi, j'ai un souvenir de tout petit. C'est le Muppet Show, hein, c'est ça, il me semble. Hein. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que c'est une émission que vous avez regardée? Est-ce que ça, à un moment donné, vous a donné envie de faire la ventriloquie et des marionnettes? J'ai toujours été passionnée par les marionnettes, moi, toujours. Quelle petite fille étiez-vous, justement? Est-ce que déjà vous aviez envie de faire du spectacle lorsque vous étiez toute petite? Oui, parce que moi, ma grande passion, avant de faire vraiment les marionnettes, parce que j'ai commencé ça travailler ça à peu près, ça fait 15 ans en professionnel, mais moi, toute petite, j'étais danseuse, mais alors danseuse, spectacle, show. De toute façon, depuis que je suis petite, je regardais les spectacles la nuit. C'était une attraction et je savais que j'allais faire ça. Le spectacle pour moi, c'était tout tracé. Je n'avais même pas à me demander qu'est-ce que je pouvais faire sur scène. Qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie. C'était la scène. Ça, c'est sûr. Oui. C'était certain. Alors j'ai commencé donc avec la danse. La danse. Vous avez été professeur de danse également, hein? Ah oui, j'ai donné des cours toute la vie. D'ailleurs, j'ai commencé à 14 ans parce que j'aidais mon prof et puis j'aime beaucoup enseigner. Oui. Donc j'ai toujours fait en parallèle les deux choses là, c'est de donner des cours et puis la scène. Oui. J'ai découvert en lisant votre biographie, vous avez vécu quand même 30 ans au Chili, hein? Oui. Et vous étiez prof de danse là-bas? J'étais là-bas et prof de danse et je faisais des spectacles, les deux en même temps. J'ai toujours fait les deux en même temps. Depuis le 2 mai et jusqu'au 13 juin, et pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands, on vous retrouve sur la scène du Théâtre Trévise à Paris, dans En avant la musique, à l'occasion du festival Musicaline. Quel est le retour du public et que vous disent les enfants? Eh bien, ce qui est formidable, c'est de voir les enfants et de voir qu'ils parlent directement avec la marionnette, c'est-à-dire que c'est vraiment leur ami, c'est vraiment moi je n'existe plus et c'est ça que je veux justement, c'est que les enfants aient vraiment l'impression que ce sont des petits êtres à part entière et c'est merveilleux ça. Moi je trouve ça merveilleux quand un petit gosse est en train de parler directement à la petite marionnette. Je trouve ça là tout c'est acquis, et il y a une espèce de tendresse dans leurs yeux qui me plaît beaucoup, vraiment c'est beau à voir. Claire Perrine, avez-vous quelque chose à rajouter? J'espère que vous allez venir, vous allez participer, vous allez en parler à tout le monde pour qu'ils puissent voir ce beau spectacle quand même. Je crois que ça va vous remplir de plaisir, de bonheur. Je l'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite et ce que j'essaie de faire au maximum. Que dirait Castafiorette pour donner envie à tous nos auditeurs de venir vous voir justement au Théâtre Trévise? Eh bien, c'est très simple. Il faudrait que vous veniez me voir, moi et mes petits amis, parce que vraiment, ce que nous faisons, c'est extraordinaire. Je vous en prie, je vous aime beaucoup, je vous aime. Oh, je suis tellement contente de vous voir. Venez nous voir, venez voir Tatou, venez voir Chloé, et puis Claire, un petit peu quand même. Oh, au revoir. Je remercie Castafiorette et merci beaucoup Claire Perrine. Merci beaucoup. En avant la musique, Claire Perrine et ses marionnettes, un spectacle pour toute la famille à ne surtout pas manquer le 13 juin à 15h au Théâtre Trévise dans le cadre des Musicalines. Également après son succès au Théâtre La Pépinière, le spectacle pour enfants Chut, mes lunettes ont un secret est de retour à Paris. Ce spectacle musical, vecteur de tolérance et d'ouverture d'esprit, s'adresse à un public de 3 à 77 ans. Il raconte l'histoire de Roxane qui, suite à des problèmes de vue, doit se faire opérer pour éviter de porter ses grosses lunettes à vie. Mais ces lunettes s'avèrent être magiques et grâce à elles, elle va voyager et découvrir le monde. Chut, mes lunettes ont un secret, un spectacle à découvrir en famille au Lucernaire jusqu'au 17 juin. Exposition à présent. Jusqu'au 3 juin, la ville de Mélan, dans le Loir-et-Cher, vous propose une exposition gratuite qui enchantera les passionnés de Lego et de Star Wars. Un rendez-vous incontournable pour les petits et les grands. Si vous aimez l'univers des Lego, celui de Star Wars, l'exposition L'univers Lego Star Wars vous plongera dans le plaisir du jeu de briques et celui de la magie du cinéma. Plus de 257 datant de 1999, année de lancement des premiers Lego Star Wars.
jusqu'à nos jours sont présentés aux côtés de 1000 figurines. Au Drawing Lab à présent, un stage pour enfants est proposé dans le cadre de l'exposition Ce qui me traverse de l'artiste Gaël Chotard. Les enfants sont invités à visiter l'exposition avec un médiateur spécialisé et à s'essayer aux techniques de l'artiste en créant eux-mêmes une œuvre. Le prochain stage à ne pas manquer, ce sera le 9 juin de 15h30 à 17h. Pour nous en parler, je reçois Christine Fall. Bonjour Christine Fall. Bonjour. Vous êtes directrice du Drawing Lab. Qu'est-ce que c'est que le Drawing Lab ? Alors le Drawing Lab, c'est un centre d'expérimentation du dessin contemporain. C'est un véritable centre d'art philanthropique, à savoir que nous donnons à un duo d'artistes commissaires d'exposition un budget de production pour une exposition qui a été sélectionnée par un comité de professionnels du monde de l'art. Ça se passe à Paris, on est d'accord, hein, c'est ça ? C'est à Paris, à 2 pas du Palais Royal, au 17 rue de Richelieu. Oui. Pouvez-vous nous parler des stages que vous proposez ? Ce que nous avons souhaité à l'intérieur de ce centre d'art, c'est proposer aux enfants de 6 à 12 ans, grosso modo, de découvrir les techniques que nos artistes utilisent. Sachant que le centre Drawing Lab, comme c'est un centre d'expérimentation, l'idée c'est que les artistes nous aient proposé des expositions innovantes dans les techniques. Donc, nous proposons aux enfants de travailler sur les mêmes techniques que les artistes, c'est-à-dire pas uniquement dire du crayon sur papier, mais par exemple, sur la première exposition de Keita Mori, les enfants ont travaillé avec du fil, pour dessiner avec du fil. Sur la deuxième exposition, ils ont travaillé plutôt proche de la gravure. Et là, sur l'exposition de Gaël Chotard, elle utilise des matériaux qui sont des cordes à piano, des éponges à gratter les casseroles, des choses diverses et variées. Donc notre médiatrice propose aux enfants de dessiner avec ces mêmes techniques, sachant que là le travail, il est à la fois le travail de matériaux, mais aussi le travail de l'ombre, puisqu'en fait le travail de l'artiste s'articule sur le fait que quand on éclaire d'une certaine manière ses œuvres, il y a une ombre qui se projette sur le mur et le dessin apparaît sur le mur. Donc les enfants sont invités à travailler après une visite de l'exposition sur ce même principe. Nous, on cherche pas à apprendre aux enfants à dessiner, on cherche, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont très bien pour ça. Oui. On veut vraiment leur montrer que le dessin, c'est un médium extrêmement ouvert et qu'on peut le faire avec plein de techniques différentes. Cette exposition a pour nom « Ce qui me traverse », hein ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc c'est vrai que on propose aux enfants d'abord de la découvrir, c'est-à-dire de faire le tour de l'exposition. On leur fait commenter leur approche des œuvres et après ils s'installent avec des matériaux qu'on a choisis un peu plus souples que les cordes à piano de l'artiste, parce qu'elle travaille beaucoup aussi sur le fait que finalement la corde elle prend aussi une forme un peu telle qu'elle veut. Et là, j'ai assisté au dernier atelier et les enfants sont chacun sortis avec des œuvres très différentes. Ils peuvent choisir leur thématique, mais c'est surtout l'idée de voir que les formes peuvent se dessiner avec d'autres matériaux et que ce travail de l'ombre projetée est très important pour que le dessin se révèle sur le mur. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Gaël Chotard, sur l'artiste ? Quelle artiste est-elle ? Alors c'est une artiste française qui a une 40aine d'années, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'univers du sensible. C'est-à-dire que son dessin, elle a du dessin plus classique avec du pastel et des représentations un peu presque animales et intimes dans la partie dessin sur papier. Mais surtout, ce qui l'intéresse, c'est de faire découvrir des univers extrêmement sensibles autour justement de formes qui sont proches peut-être de galaxies. On a des œuvres qui sont suspendues, qui sont évocatrices plutôt de planètes. Son travail dans l'espace comme ça est assez évocateur d'univers qu'on pourrait inventer un petit peu en se promenant au sein de l'exposition. Très bien. Les ateliers sont ouverts à partir de quel âge ? Pour des enfants, à partir de quel âge ? 6 ans. 6 ans, d'accord. 6 ans, c'est le bon âge, parce qu'avant, c'est vrai qu'au niveau de la manipulation des matériaux, c'est un peu plus difficile.
Oui. Les enfants pourront repartir avec leur œuvre ? Tout à fait. Oui. Ils partent avec leur œuvre. Et le dernier atelier, encore une fois, était super. Ils étaient assez nombreux. Ils étaient 9 ou 10, je crois. Oui. Mais ils sont chacun repartis avec leur œuvre sous le bras, très contents. Et voilà, je dis encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir des choses différentes de ce qu'ils peuvent faire dans des ateliers plus classiques. C'est vraiment de montrer tout ce que le dessin contemporain peut permettre comme découverte et comme ouverture. Il faut réserver, il me semble, parce que le nombre de places est limité à 10 places. Hein. Oui, voilà. Il faut réserver par mail sur info@drawinglabparis, tout attaché, drawinglabparis.com. Très bien. Et le tarif est 10 €, hein, c'est des ateliers, 10 €, 10 €. Hein, très bien. Tout à fait accessible. Oui. Pourquoi cette exposition peut intéresser toute la famille ? Parce que c'est un sujet de questionnement. Ce qu'on remarque vraiment, si vous voulez, l'idée c'est que l'exposition ne se révèle pas au premier regard. Il faut déambuler. Il y a même une salle qui est complètement dans le noir où l'œuvre en fait se révèle par l'éclairage que l'on fait. L'œuvre, elle est quasiment interactive parce qu'on peut souffler sur cette œuvre qui est suspendue dans une pièce toute noire et on voit le dessin se déplacer et se révéler sur le mur. D'autres œuvres, on peut les toucher puisque c'est des cordes à piano. Alors il n'y a pas une vraie musique qui en sort, mais on peut glisser ses doigts sur les différents morceaux des œuvres pour avoir une sensation en fait avec ces œuvres. Et puis encore une fois, on a en permanence une médiatrice qui est présente et qui peut faire le lien pour expliquer un peu l'histoire. Et puis il y a une très jolie vidéo aussi qui a été faite à l'atelier de Gaëlle Chotard et qui montre la manière dont elle travaille, dont elle réfléchit. Encore une fois, c'est un travail vraiment très très sensible. C'est pas un travail qui se donne comme ça au premier regard avec l'idée c'est spectaculaire. Il faut rentrer dedans tout doucement. Très bien. Christine Fall, avez-vous quelque chose à rajouter ? Écoutez, surtout n'hésitez pas à venir puisque les visites du Drawing Lab sont gratuites, que nous sommes ouverts, je dirais officiellement avec une médiatrice et une directrice du mardi au samedi, mais que comme nous sommes au sein d'un hôtel, le Drawing Hotel, quand on peut se faire ouvrir l'exposition les autres jours, les réceptionnistes de l'hôtel sont à même d'allumer le Drawing Lab et de permettre une visite libre. Vous n'aurez pas les explications, mais il y a des petits documents de bienvenue. Très bien, en tout cas ça donne envie. Je vous remercie Christine Fall, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à parler du Drawing Lab. Avec grand plaisir, à bientôt. Le Drawing Lab, un lieu, une exposition, des ateliers pour enfants. Pour en savoir davantage, je vous invite à visiter le site www.drawinglabparis.com. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, on parlera cirque. Ils font le tour du monde avec leur nouveau spectacle Tabarnak. Le cirque Alphonse fait escale à Paris, à Bobino. J'ai rencontré Antoine Carabinier-Lépine, l'artiste nous dira tout sur ce nouveau spectacle. Je recevrai également Louana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. Mais pour l'instant, pour Que faire des mômes, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, c'est un événement. Ils étaient encore il y a quelques jours en Australie. Le cirque Alphonse fait escale à Paris à Bobino jusqu'au 9 juin pour nous présenter leur nouveau grand spectacle Tabarnak. J'ai eu la chance de voir le spectacle et de participer à une initiation cirque privée avec quelques membres de la troupe. Une occasion pour moi de poser quelques questions à Antoine Carabinier-Lépine, diplômé de l'École nationale de cirque de Montréal, artiste virtuose et multidisciplinaire. Je vous propose d'écouter cette rencontre. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors la troupe du cirque Alphonse est à Bobino jusqu'au 9 juin pour le nouveau spectacle Tabarnak. Vous pouvez me présenter le spectacle? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Alors il y a beaucoup de trucs qui se passent sur scène. Tout d'abord, on a des musiciens live qui sont avec nous. La musique a été composée pour le spectacle. Il y a beaucoup d'acrobatie, il y a de la balançoire russe, il y a de la barre russe, il y a de la jonglerie, il y a du main, des patins roulettes. Tout ça dans un élément qui fait rappel un peu à l'église.
On s'est inspiré de ça parce que l'Église était très présente au Québec et le Cirque Alphonse, on fait beaucoup référence aux racines québécoises. Donc c'est de ça qu'on a puisé nos influences en fait. Quels sont les messages que vous souhaitez passer à travers les tableaux? Parce qu'il y a vraiment des messages forts. Hein. Le message principal, je pense, c'est vraiment un spectacle rassembleur. On voulait ça près des gens. Il y a des notions de religion un peu, mais c'est surtout la notion de équitable, je crois, de tout le monde travaille ensemble. Le peuple est... Il n'y a rien de... Comment je pourrais dire ça? Il y a rien qui fait qu'on exclut quelqu'un ou tout ça. Tous les tableaux sont faits en groupe, puis je pense que c'est ça la force aussi du spectacle. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du Cirque Alphonse? Comment ça a débuté? Alors ça a débuté, ça fait à peu près une douzaine d'années. On voulait créer un spectacle pour le 60e anniversaire de mon père. Mon père avait toujours rêvé d'être sur scène et avec ma sœur, on a décidé de créer la compagnie Cirque Alphonse. Et puis depuis ce temps-là, on tourne à travers le monde. On pensait jamais arriver à ça, mais c'est un heureux hasard. Ouais. Vous enchaînez une multiple de numéros périlleux dans une totale décontraction. Moi j'étais dans la salle hier soir, il semble que tout est facile alors qu'on sait que non. J'ai essayé aujourd'hui, j'ai testé, j'ai vu que non. Comment on arrive à un tel niveau? Combien ça demande de travail, d'années de travail? C'est beaucoup de pratique. La plupart des acrobates, on a fait l'École nationale de cirque à Montréal. C'est un programme qui dure 3 ans. C'est très intense comme programme. Et par la suite, on a fait des spectacles à travers le monde. Toute notre vie, ça fait 20 ans qu'on se connaît, les acrobates. Donc, c'est vraiment à tous les jours, on s'entraîne avant les spectacles, tout ça. Puis je pense que c'est aussi le fait qu'on se connaisse autant qu'on puisse arriver à des trucs pareils, quoi. Oui, justement, vous entraînez tous les jours, c'est ça, l'emploi du temps d'un artiste? C'est sûr que pas tous les jours parce qu'on a souvent du voyagement à faire. On voyage à travers le monde entier, donc les jours de transport, on s'entraîne pas. Et puis le spectacle en tant que tel est très physique, c'est un entraînement. Après 1h30 de spectacle comme ça, on est épuisé, le corps est vidé. Mais oui, on s'entraîne, on se réchauffe au moins tous les jours. Ouais. À Bobino, le public, il est très proche de vous. Est-ce que ça ajoute une difficulté supplémentaire? Non, je dirais même que c'est plus facile pour nous. On sent vraiment le public avec nous et c'est ça qu'on apprécie de ce merveilleux théâtre qu'est le Bobino. Pour nous, c'est vraiment agréable de jouer ici. En ce moment, il y a la polémique sur les cirques avec les animaux. Vous avez dû entendre parler, surtout en France, on en parle beaucoup. Vous, il n'y a pas d'animaux dans le cirque. C'est un choix de votre part ? Oui et non. Je veux dire, c'est un choix parce que, bon, avec les contraintes de transport qu'on a, tout ça, on pourrait pas. Puis bon, on n'est pas vraiment attiré par ça. Le cirque au Québec est plutôt sans animaux depuis le Cirque du Soleil. Donc, on est arrivé à ça un peu, on a suivi un peu le mouvement. Donc, oui, on en entend beaucoup parler ici. Chez nous aussi, il n'y a plus beaucoup de cirques qui ont des animaux. Donc, ouais, les temps changent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique, vous? C'est sûr qu'on n'a jamais été pour la cruauté envers les animaux, puis je pense que c'est le gros bon sens, quoi. Il faut évoluer, puis je pense que c'est mieux pour les animaux de ne pas les faire souffrir et jouer sur scène, quoi. Quel est le numéro du spectacle qui est le plus dangereux, le plus périlleux? Je dirais les perches acrobatiques à la fin du spectacle. C'est à la fin du spectacle, on est assez fatigué. Les voltigeurs sont sans filet, pas d'accrochage, tout ça. Ils sont quand même à 5-6 mètres dans les airs. Donc, faut être très prudent. Puis, bon, c'est nous qui sommes en dessous qui portons. Donc, une grande responsabilité. Il faut vraiment être en communion. À plusieurs reprises, le public frissonne dans la salle. Moi, j'ai frissonné hier soir, j'ai été ému également, on rigole. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sur scène? Est-ce que quand les gens frissonnent dans la salle, c'est comme des applaudissements ou pas? Ouais, c'est sûr qu'on ressent... on sait un peu qu'est-ce que le public va ressentir parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Mais à chaque fois, il y a des réactions différentes, dépendamment aussi des pays où on est. On vient d'aller jouer en Australie, les réactions étaient différentes, c'est pas le même humour. Mais c'est sûr qu'on ressent la tension dans le public. Et ça fait plaisir parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Pourquoi Tabernacle est un spectacle familial pour toute la famille? On peut emmener les enfants également. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ouvert pour tous. Il n'y a rien qui est dérangeant. Je pense que tout le monde se reconnaît un peu dans ce qu'on fait.
On joue pas on joue nous-mêmes à quelque part. Puis je pense que c'est assez universel le cirque comme langage. Donc oui, c'est vraiment pour les tout jeunes comme les plus vieux. Merci beaucoup Antoine, merci. Merci. Frissons, rire, émotion sont au rendez-vous de cette fresque musicale aux allures de show rock. Tabernacle, le nouveau grand spectacle du cirque Alphonse à découvrir absolument en famille à Bobino jusqu'au 9 juin et en tournée dans le monde. Je reçois à présent Louana Kim et Olivier Bruot pour nous parler de leur pièce de théâtre musical librement inspirée de la vie tumultueuse de Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. Bonjour Louana Kim. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteure, comédienne, chanteuse. Votre actualité c'est Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, une pièce de théâtre musical que vous avez écrite et co-mise en scène. Et vous jouez le rôle de Marlène Dietrich. Que raconte cette pièce ? Eh bien, cette pièce raconte la vie de Marlène qui était assez mouvementée et ça commence un petit peu par la fin qui est assez poignante puisqu'elle était très âgée et mal en point, affaiblie. Elle habitait au 12 avenue Montaigne, juste en face du Plaza Athénée. Elle était donc confinée chez elle, recluse, et elle regardait par la fenêtre le Plaza Athénée où elle avait résidé avec son grand amour Jean Gabin après la guerre. Et forcément, en regardant par sa fenêtre, elle se souvient de ce qu'elle a vécu, des moments forts de son existence, des moments difficiles, des moments agréables de ses amours, et surtout ce qui l'a beaucoup motivé, c'était son combat contre le nazisme. Alors pour la jeune génération qui nous écoute, vous pouvez nous rappeler qui était Marlène Dietrich, qui était l'artiste ? Alors Marlène était une actrice et chanteuse américaine mais d'origine allemande. Comment incarne-t-on Marlène Dietrich ? Oui, incarner une grande personnalité, une grande icône comme Marlène, c'est surtout essayer de la comprendre et puis pour la faire vivre à sa manière. Donc c'est ce que je fais personnellement. Donc c'est ma Marlène à moi que j'exprime, que je fais vivre sur scène surtout pour lui rendre hommage. Et en aucun cas l'imiter ou essayer de la copier, non, ce n'est pas le but, c'est vraiment l'incarner, mais en l'interprétant et en essayant bien évidemment d'être fidèle à ce qu'elle a été, à son image et à son engagement de femme. Comment vous avez travaillé ce personnage ? Ça n'a pas été très difficile puisque depuis toute petite, j'aimais bien les films en noir et blanc, donc je regardais Marlène et puis tous les autres films, donc Hollywood, c'est assez mythique. Et ce que j'ai bien aimé le personnage de Marlène, qui est assez impressionnant, hein, il faut le dire, mais également sa voix, parce qu'elle a une voix, une manière de chanter qui est bien particulière, qui est bien à elle. Je disais, j'aime l'allemand seulement quand c'est chanté par Marlène Dietrich, parce que l'allemand est une langue quand même assez dure, mais quand elle le chante, c'est différent. Et comme disait Cocteau, son nom commence par une caresse pour finir un coup de cravache. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il y a une sorte de paradoxe dans Marlène qui interpelle et qui m'a fascinée. Et ce qui fait que bon, voilà, j'étais imprégnée de Marlène depuis toute petite. Je chantais certaines de ses chansons. Elle en a chanté énormément, hein, toutes les langues d'ailleurs, hein, que ce soit en français, anglais, allemand, hébreu, voilà. Elle a chanté en beaucoup de langues. Je passe la parole au metteur en scène, Olivier Bruot. Comment avez-vous fait travailler Louana Kim pour qu'elle incarne justement Marlène Dietrich ? Moi, je suis arrivé sur le projet pour créer une deuxième version du spectacle, puisqu'il y avait la réintroduction d'un personnage essentiel, Eric Maria Remarque, et puis ce fameux personnage fictif de sa pièce qui est Jean Rêve. Et donc, on part toujours du comédien
C'est vrai que comme Luana le disait, se dire qu'on va imiter Marlène Dietrich, alors on le fait souvent au cinéma où on fait des biopics. Là c'est un biopic musical, mais c'est un biopic musical qui part d'une comédienne qui a sa propre sensibilité, a sa façon d'être, un corps, une voix différente de celle de Marlène, et on n'a pas voulu se vautrer dans cette imitation pure et dure qu'on pourrait avoir dans d'autres spectacles. Le but c'était d'intégrer, de continuer à ce que le personnage évolue au milieu d'autres personnages et évolue dans un univers. Donc on a un univers musical, on a un univers historique et puis on a un univers théâtral puisque nous dépendons des paramètres d'une salle. Donc en fonction des salles où on est, on incarne différemment. Donc là, on va aller jouer au Trévise, il va falloir être à la mesure de cette grande salle avec des balcons, etc. Donc c'est toujours un travail du moment, je dis. Donc c'est des petites touches, des petits coups de tournevis pour ajuster un personnage. Et puis, mais ça part toujours de la comédienne et du comédien. Comment avez-vous imaginé la mise en scène ? Qu'est-ce qui se passe sur scène ? Alors dans la mise en scène des scènes que moi j'ai mises en scène, il a fallu travailler sur l'espace et la lumière, puisqu'il y avait par exemple le personnage de Eric Maria Remarque arrive avec une certaine magie. C'est quelqu'un qui provoque la fulgurance des émotions et des sentiments, et donc il a fallu travailler sur une lumière très particulière, et puis avec le pianiste travailler sur une petite mélodie qui introduisait comme ça ces personnages, et donc on travaille avec le côté chatoyant que les personnages peuvent apporter et le côté mystique carrément, bon, elle c'est une légende donc c'est plutôt le côté mythique, mais d'arriver comme ça sur scène et de créer une distance pour un rapprochement. Voilà, on a travaillé là-dessus surtout pour les scènes de Éric Maria, la grande scène de Éric Maria Remarque, et puis par contre sur les scènes qui concernent Jean Rêve, là on a plutôt travaillé sur cette histoire de quatrième mur qui n'existe pas et qu'on essaie de briser justement pour montrer la distance qu'il y a entre un personnage dont elle rêve, un personnage qui vit en face de chez elle, et en même temps d'essayer de voir à quel moment il pouvait se frôler, même si cette relation est impossible en fait. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Luana Kim et Olivier Bruot pour en savoir davantage sur la pièce de théâtre musicale Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu et sur la vie trépidante de Marlène Dietrich. Pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Savez-vous que si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Si vous venez de nous rejoindre, Luana Kim et Olivier Bruot sont mes invités. Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, c'est le titre de leur pièce musicale que vous pouvez découvrir en ce moment au Théâtre Trévise à Paris. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Luana Kim, qu'est-ce qui vous séduit chez ce personnage, chez Marlène Dietrich ? C'est la femme avec un F majuscule, hein, qui a été une femme forte et sensible à la fois, qui était féministe avant-gardiste, féministe avant l'heure, qui a été fidèle à ses engagements, notamment son engagement contre le nazisme. Elle a quitté l'Allemagne, elle a renoncé à la nationalité allemande, elle a demandé la nationalité américaine qu'elle a obtenue en 1939, et donc dès le début, hein, elle a combattu donc bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et puis par la suite elle est venue en Europe pour encourager les troupes alliées en tant qu'officier de l'armée américaine, et en même temps elle a été très libre dans ses actions, dans sa manière d'être, et elle a assumé. Est-ce que vous avez des points communs avec elle ? Eh bien, j'ai des points communs, sans doute. C'est pourquoi je pense que le personnage m'a parlé dès le départ. Ce paradoxe qui est là entre la femme qui
qui est très féminine, hein, c'est la femme fatale par excellence. C'est, je pense, vraiment elle qui a presque inventé, je dirais, la femme fatale, qui a très très bien fonctionné au cinéma, à Hollywood, et même aujourd'hui. C'est une image qui reste, qui marque. Donc il y avait cet aspect qui était quand même très féminin de la femme fatale, et d'un autre côté l'aspect soldat, l'aspect guerrière, où elle y allait, elle combattait, et puis elle mettait de côté sa sensibilité pour aller défendre ses idées. Ça me ressemble, je pense, et ça me parle. Et puis le côté international également, puisque je suis aussi polyglotte, j'ai vécu dans pas mal de pays, et je pense qu'il y a cette ouverture au monde, aux gens qui nous réunit quelque part. Olivier Bruot, justement, on parlait des similitudes avec l'artiste. Vous le voyez en mettant en scène ? Oui, Liana connaît le sujet, elle connaît son Marlène sur le bout des doigts, comme dirait Molière pour Don Juan. Et c'est fou les anecdotes qu'elle peut apporter pour nourrir le personnage, et de fait ça a nourri aussi notre collaboration, c'est évident. Les gens qui jouent avec elle, les comédiens qui jouent avec elle et le pianiste, les pianistes sont imprégnés de ça, parce qu'elle a toujours pu illustrer par une anecdote, par quelque chose de vécu, pour justement éviter d'imiter Marlène. C'est à travers ces anecdotes aussi qu'on arrive à créer une ambiance, à créer quelque chose. C'est comme une fourmilière, chacun apporte quelque chose, et puis on arrive à un spectacle qui n'est pas dans l'imitation, mais qui est dans l'incarnation plutôt. Vous disiez tout à l'heure, c'est une femme fatale, mais elle est aussi androgyne. Hein. Oui, absolument. Elle a joué là-dessus. À Paris, dans les années 30, il était interdit pour les femmes de s'habiller en homme en dehors des périodes de carnaval. Elle l'a fait, hein, en prenant le risque de se faire arrêter. Et puis, elle a lancé la mode. Donc des femmes qui s'habillent en frac avec haute forme, avec canne, vraiment une élégance très 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 masculine, mais qui a choqué forcément. Hein. C'était peut-être un peu de provocation à l'époque, mais il fallait l'assumer. Elle l'a fait de manière absolument magistrale, et tout le monde se souvient de la scène de Cœur brûlé, c'est dans Morocco, où elle chante, elle est sur scène habillée en homme avec nœud pape, et donc à la fin elle va voir une femme qui était dans le public, lui prend la rose, demande si elle peut prendre la rose qu'elle avait dans les cheveux, la prend. Elle embrasse la femme sur la bouche, qui a fait un grand scandale, et elle donne la rose à un homme. Donc voilà, toute cette ambiguïté, cet aspect, ce côté androgyne, forcément ça fait partie de la légende, ça fait partie de ce qui a, enfin le scandale, et puis également ce qui a créé le mythe de Marlène, le personnage. Alors j'ai découvert en lisant votre dossier de presse qu'elle n'était pas très fidèle en amour également. Hein. Non, elle n'était pas très fidèle, mais toute pleine de paradoxes, hein, comme tout le reste. Pourtant, elle est restée mariée à son mari. Elle n'a jamais divorcé. Elle est restée donc mariée jusqu'à la mort de ce dernier, dans les années 70. Et pourtant, dès après la naissance de leur fille, ils n'ont plus réellement vécu ensemble. Elle a eu bon nombre d'amis, entre guillemets, amants, certainement, à commencer par Joseph von Sternberg, qui l'a fait découvrir, hein, qui l'a engagée en tant qu'actrice pour jouer le rôle mythique de l'Ange bleu. Et ça, c'est encore une histoire qu'on raconte bien dans la pièce, avec l'audition, comment ça s'est passé. Donc c'est ce qui est quand même très intéressant de le savoir et de découvrir pour ceux qui ne le savent pas, ne le connaissent pas. Et puis donc il y avait Joseph von Sternberg. Après, ils sont restés 5 ans ensemble, ils ont fait 7 films. Et Joseph von Sternberg a été excédé parce que, bon, forcément, elle papillonnait. Et donc ça s'est fini comme ça. Après, il y a eu bien évidemment son grand amour, Jean Gabin. Entre les deux, il y a eu Éric Maria Remarque et bien d'autres. Et je pense que c'était ceux-là qui excédaient un petit peu les hommes, enfin ses amants et ses amoureux. Le fait qu'elle avait, forcément beaucoup d'admirateurs, et puis parfois elle se permettait de céder, enfin
d'aller picorer un peu à droite à gauche, et notamment il y en a un qu'elle n'a pas eu, c'était John Wayne. Parce qu'elle a eu James Stewart, elle a eu bien bon nombre de grands acteurs mondialement connus. Et John Wayne a dit, ce n'est pas parce que il ne l'appréciait pas, il l'appréciait certainement, mais il dit qu'il ne voulait pas être un énième nom sur une longue liste. Voilà, donc il n'a pas cédé à la tentation. Alors vous interprétez Marlène Dietrich à la fois jeune et plus âgée dans la pièce. Comment travaille-t-on justement ce personnage pour passer de la jeunesse? Et je vais m'adresser également au metteur en scène parce que j'ai envie de le savoir. On va demander au metteur en scène. Comment fait-on justement pour passer de Marlène Dietrich jeune à plus âgée? C'est à la fois du domaine de l'incarnation et de l'interprétation et à la fois du domaine de la mise en scène. C'est-à-dire que dans les théâtres, il y a des lumières, il y a des pendrillons, il y a des choses. Donc les transformations se font de manière très lissée, musicalement, avec des petites introductions musicales, des introductions lumineuses, et puis un changement de posture, d'attitude, de vêtements tout simplement. Mais moi il y a particulièrement un moment où elle sort de scène, elle est vieille, elle rentre sur scène où elle est jeune pour incarner l'ange bleu. C'est une question d'éclairage tout d'un coup, et on voit tout d'un coup un autre grain de peau, une autre posture. Voilà, le comédien se met dans une disponibilité du moment pour devenir jeune, devenir vieux, changer un peu sa voix, tout en restant naturel, voilà. Alors, Luan Hakim vous a déjà vu à l'affiche de nombreuses pièces, dans les films également, au cinéma, à la télévision. Et puis, il y a eu un album également, From Paris with Love. Quelques mots sur cet album. Eh bien, c'est un petit peu un recueil presque de pensées, de poésie, au fur et à mesure, en me promenant dans les rues de Paris qui me sont venues et puis que j'avais envie d'exprimer. Dans des styles très différents, parce que c'est en fonction des humeurs qui sont différentes. Il y a un peu de jazz, du calypso, il y a un peu de pop, c'est un peu de tout, mais en fait tout tourne autour effectivement de la vie, de ma vie parisienne, et avec cette petite pointe d'humour indispensable, hein, qu'il faut avoir quand on vit à Paris, hein. Il faut avoir cette espèce de peut-être nonchalance et humour, pas typiquement parisien, hein, parce qu'il n'y a pas de typiquement parisien. Je pense que c'est tellement énorme Paris, c'est grand, donc on peut tout mettre dedans. Mais là, il y a ce côté, bon, c'est un bilingue, certaines chansons sont en français et anglais, puisque Paris, c'est une ville internationale, il y a énormément de touristes, de gens du monde entier, donc je pensais que ça se prêtait, et c'est pour ça c'est From Paris with Love, et aussi un clin d'œil au James Bond qui est From Russia with Love. C'est en fait ça, il y a des petits clins d'œil avec des petites allusions, avec beaucoup d'humour. Alors bien sûr, maintenant on va pouvoir aller vous applaudir dans Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. On retrouve également le texte, hein, c'est ça, en livre, on peut se le procurer? Oui, tout à fait, c'est édité par Eddy Livre, et vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies, à la Fnac, partout. Voilà, c'est donc Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, chez Eddy Livre. Quels sont vos projets? Eh bien, je suis en train d'écrire une nouvelle pièce de théâtre. Non, j'en avais écrit d'autres, non. Et je continue à écrire des chansons. J'avais écrit une chanson pour la pièce pour Marlène, mais elle n'est pas tout à fait finie. Donc, point de vue arrangement, on doit travailler sur les arrangements. Donc une création qui serait rattachée au personnage, à la vie de Marlène. Donc il y a cette pièce de théâtre que je suis en train d'écrire et que j'espère monter très prochainement, et qui parle des légendes des pays de l'Est. Parce que je suis originaire des pays d'Europe, de l'Est. Et puis, ce que je voudrais préciser, c'est que je joue dans une pièce d'Ibsen en ce moment, qui s'intitule Un ennemi du peuple, mise en scène par Olivier Bruot, qui est là, et qui est excellente, le texte est excellent. Voilà, donc les prochains mois seront assez chargés. Toujours le théâtre, la musique, des concerts, et puis l'écriture qui m'est indispensable. En tout cas, vous nous avez donné envie de venir vous voir sur scène, en tout cas de venir découvrir votre Marlène Dietrich. Je vais laisser le mot de la fin à Olivier Bruot. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui,
C'est vraiment un personnage très important du XXe siècle, comme l'avait souligné Beate Klarsfeld, et Luana a su plusieurs fois citer vraiment ce que Beate Klarsfeld avait déclaré sur elle. Et c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur le cinéma, sur la musique, sur les mœurs, pour une évolution. Et on parle beaucoup d'égalité des femmes avec les hommes en ce moment, et elle, dès les années 30 et fin des années 20, commençait déjà à bourlinguer pour justement faire admettre cette chose et vivre l'amour librement aussi. Et je pense que c'est une des thématiques phares de cette pièce et de ce spectacle musical. C'est comment vivre son amour de l'art et son amour de l'homme ou des femmes pour gagner en liberté. Merci Luana Hakim et merci Olivier Bruot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Eric. Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, la pièce musicale sur la vie de Marlène Dietrich, interprétée par Luana Hakim, à voir en ce moment au théâtre Trévise. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Luana Hakim et Olivier Bruot. Allez découvrir Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu au théâtre Trévise. Merci à Antoine Carabinier-Lépine. Si vous aimez le cirque et les sensations fortes, courez voir Tabarnak, le nouveau spectacle du cirque Alphonse à Bobino jusqu'au 9 juin. Merci à Vincent Gunter qui nous a parlé de Bouquinou, le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants. Merci à Claire Perrine, allez l'applaudir elle et ses marionnettes dans En avant la musique au théâtre Trévise. Et merci à Christine Fall du Drawing Lab, allez participer aux ateliers et surtout découvrir l'exposition Ce qui me traverse de l'artiste Gaël Chotard. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Eh bien la famille, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.